Bon, 3 nouvelles histoires d'horreur sur la chaîne du Joker et cette fois-ci, j'avais envie de marquer le coup en reprenant l'histoire du meilleur youtubeur de France en la personne de Squeezie. Alors oui, je suis un Squeezos. Et comme vous le savez, je suis un grand fan du personnage et c'est son concept des threads d'horreur qui m'a poussé à créer cette chaîne et vous raconter chaque semaine des threads d'horreur. C'est pourquoi j'ai décidé de raconter pour moi le pire thread d'horreur qu'il a raconté sur sa chaîne afin de lui rendre hommage. Et si tu me regardes Squeezie, reprends les threads d'horreur s'il te plaît, t'es le meilleur. Donc je vais vous raconter une histoire tirée de la chaîne de Squeezie et 2 autres histoires un peu bonus tirées de Reddit. Alors installez-vous confortablement et profitez bien de cet épisode. Au passage, un petit like, un petit commentaire ou abonnez-vous, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Si vous le faites, tant mieux. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Sur ce, on est parti. Alors, on est parti avec la première histoire de Squeezie. Alors, cette histoire a lieu il y a quelques années de ça, et plus précisément en 2014 aux États-Unis. Et la personne qui a vécu l'horreur que je vais vous raconter s'appelle Lucie. Et à cette époque, Lucie est encore à l'université, et pour se faire un petit peu d'argent, à côté de ses cours, elle bosse dans une animalerie qui est spécialisée dans la vente de reptiles et de poissons. Du coup, ça fait environ 1 an que Lucie travaille dans cette animalerie, donc elle est super calée sur tous les animaux qu'elle côtoie au quotidien. Et elle explique aussi qu'elle a l'habitude de voir des clients qui déboulent dans l'animalerie et qui lui posent 10 000 questions pour en savoir plus. Et c'est vrai que quand on prend un nouvel animal de compagnie, c'est normal de se poser pas mal de questions, surtout que cet animal va nous suivre pendant des années. Sauf qu'un jour, un homme d'une trentaine d'années rentre dans l'animalerie et commence à poser beaucoup de questions à Lucie sur les dragons barbus. C'est un gros lézard avec une bonne bouille. On va vous montrer une photo. Et Lucie explique que ce client a posé des questions pendant plus d'1 heure sur les dragons barbus. Bon, à ce niveau-là, il n'y a rien d'alarmant. Et comme disait Lucie, elle a l'habitude de se faire submerger de questions. Et après tout, les reptiles, c'est quand même pas des animaux communs. Perso, ces petites bêtes me fascinent, donc je serais aussi capable de poser et d'harceler énormément de questions à Lucie. Sauf que l'homme en question, il continue de venir chaque jour à l'animalerie. Et chaque jour, il passe 1 heure, 1 heure et demie à poser des questions à Lucie sur le dragon barbu. Et clairement, soit c'est un ultra passionné de dragon barbu, soit il est vraiment très inquiet à l'idée d'en prendre un et a besoin d'être rassuré, ou soit dernière option, cet homme est très louche. Et perso, je penche directement sur la 3e option. Et franchement, à part poser des questions tous les jours à Lucie, je pense qu'il devrait vraiment acheter un livre dessus sur les dragons barbus ou directement faire des recherches sur internet pour en savoir plus. Et donc en fait, cet homme il va revenir chaque jour et chaque jour il va parler uniquement à Lucie. Et du coup là il n'y a plus de doute, il y a un truc qui cloche. Surtout qu'à force de venir, il connaît du coup parfaitement l'emploi du temps de Lucie et se pointe toujours quand elle est là. Donc cet homme revient voir Lucie tous les jours, pendant plusieurs jours, et à chaque fois la discussion tourne tout le temps autour du dragon barbu et rien d'autre. Sauf que parfois Lucie elle est seule dans l'animalerie, parce que en fait l'animalerie est assez petite et certains jours de la semaine, à certains horaires, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc un vendeur comme Lucie, une vendeuse, ça suffit largement. Et clairement Lucie elle a de plus en plus cette impression que cet homme vient quand elle est seule à la boutique et pas quand il y a du monde autour. Et surtout, lorsque Lucie se retrouve seule face à cet individu, elle n'est pas du tout à l'aise, pas du tout sereine. Elle a bien compris qu'il n'était pas net. Mais attendez, le plus bizarre arrive. À un moment, au milieu d'une discussion sur le reptile, l'homme place une petite question qui est très dérangeante à Lucie du style « Et sinon, est-ce que tu es en couple ?» Alors forcément, Lucie, elle est super choquée et elle comprend tout de suite que depuis le début, cet homme n'est pas insistant pour rien. Donc elle répond directement qu'elle a un petit ami pour essayer de faire comprendre à l'homme qu'elle n'est pas du tout intéressée. Et ce qui est évidemment un gros mensonge pour se débarrasser du type. Et du coup la discussion prend rapidement fin et tant mieux l'homme repart poliment. Bon, Lucie se dit clairement que ça a dû le calmer et qu'il ne reviendra plus. Et devinez quoi ? Non. Le lendemain matin, l'homme revient dans l'animalerie, sauf qu'à ce moment-là, Lucie elle est dans la salle à manger à ce moment-là, à l'arrière de la boutique, mais l'homme lui se met à balayer du regard toute la zone dans le magasin à la recherche de Lucie. Et bon là c'est sûr, on a la preuve que cet homme s'en fout totalement des dragons barbus et qu'il est juste là pour continuer à parler, voire je dirais même harceler Lucie. Cet homme a clairement une obsession pour elle. Et ça, la manageuse de Lucie, qui est là ce jour-là, le comprend aussi. Parce que oui, Lucie, effectivement, elle en avait parlé à ses supérieurs. Donc à ce moment-là, c'est elle qui est au comptoir et quand elle voit l'homme qui cherche Lucie, elle lui dit poliment d'arrêter de venir parce qu'il commence à être flippant. Sauf que cet individu, il n'y a rien qui va l'arrêter. En fait, il va continuer à venir tous les jours, il va continuer à demander à voir Lucie à chaque fois, sauf qu'à chaque fois, maintenant, Lucie se cache. Mais bon, vous imaginez aussi bien, si vous étiez à la place de Lucie, vous avez la boule au ventre à l'idée d'aller au boulot parce que vous allez croiser cet homme et vous savez pas ce qu'il vous veut. D'ailleurs, Lucie, elle veut plus du tout rester toute seule dans l'animalerie, elle a vraiment une sorte de trauma là-dessus. Et donc, sa manageuse, elle est maintenant là en permanence avec elle pour la couvrir. Et franchement, tant mieux pour Lucie. Du coup, Lucie continue de travailler un petit temps, mais à chaque fois qu'elle aperçoit cet homme qui arrive, elle part se cacher dans la salle à manger derrière le magasin. Et sa manageuse prend
automatiquement le relais. Mais clairement, au bout d'un certain temps, c'est plus jouable. Lucie en a marre, elle n'en peut plus d'être constamment dans l'angoisse quand elle travaille, à l'idée de voir cet homme franchir les portes du magasin. Donc elle décide clairement de démissionner et de quitter son travail pour ne plus jamais avoir affaire à cet homme. Et suite à ça, il y a un mois qui va s'écouler et Lucie en oublie presque cette histoire. Sauf qu'un jour, Lucie est installée devant la télé avec son père pour regarder les infos et vous n'imaginerez jamais ce qu'elle voit. Ou peut-être que si vous avez vu la vidéo de Squeezie. En fait, elle va reconnaître l'homme de l'animalerie qui est en train de se faire escorter par la police en dehors d'une maison qui est apparemment celle de son ex-copine. Et le journal télévisé, il va expliquer que son ex-copine ne s'est pas présentée au travail depuis quelques jours, donc ses collègues ont naturellement appelé la police afin qu'il aille jeter un œil chez elle pour voir si elle va bien. Et quand la police retrouve cette femme, elle est en fait dans la baignoire de son domicile, sous un sac plastique, et le pire arrive, et oui, il y a encore pire que ça. Parce que dans la cuisine, les policiers vont retrouver une assiette avec des os, des bouts de crâne et du sang. En fait, cet homme qui allait toujours à l'animalerie de Lucie, il est rentré chez son ex-copine et l'a poignardé à plusieurs reprises, et puis il fait des choses innommable. Alors clairement, je veux pas tout dire dans cette vidéo tellement c'est hardcore et difficile de faire plus horrible que ça franchement. Et on apprendra aussi par la suite, d'après Lucie, que selon les enquêteurs, au moment des faits, cet homme en fait était sous l'effet d'une drogue de synthèse qui pourrait en fait rendre cannibale. Mais bon, ça n'excuse pas du tout ce qu'il a fait, bien au contraire. Finalement, l'homme plaidera la possession démoniaque pour éviter la prison, mais ce sera évidemment refusé et franchement, tant mieux. Alors bref, je vous précise quand même, et pour que vous soyez encore plus mal, que c'est une histoire vraie. Et en fait, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus et beaucoup d'interviews au sujet de cet homme que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Et bon, pour en revenir à Lucie, vous imaginez bien qu'en voyant ça, elle s'est sentie vraiment mal. Cet homme qui est venu plein de fois à l'animalerie, on est sûr que ses intentions étaient très mauvaises et c'est pas forcément de juste kidnapper qui est déjà horrible, mais c'était vraiment de faire des choses très très malsaines. Et heureusement, Lucie a vite compris en fait que cet homme était ultra louche. Maintenant, elle constate aussi que c'est un gros psychopathe et en plus un cannibale. Donc Lucie à ce moment-là, elle ne peut plus s'empêcher de se dire que si elle n'avait pas démissionné, elle aurait peut-être aussi fini dans une assiette comme l'ex-copine de cet homme. Mais pour elle, rien que l'idée de se dire qu'elle est en contact direct avec un mangeur d'humains et un tueur de femmes, pendant plusieurs semaines, ça l'a forcément paralysée et on la comprend. Franchement les amis, je vais pas vous mentir, j'ai regardé la série Hannibal et en la regardant, je me suis toujours dit que certaines scènes pouvaient donner des idées de repas du coup à des psychopathes. Et croyez-le ou non, cette série elle est sortie en 2013, soit environ à peu près un an avant cette histoire. Et à ce stade, j'ai clairement pas envie de croire à une coïncidence. Moi perso, ça ne me rassure pas du tout en fait. En tout cas, c'est très flippant et je vous laisse méditer sur ça, mais en attendant, place à une autre histoire. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Alors pour cette seconde histoire, j'ai vraiment envie que vous me disiez en commentaire ce que vous allez en penser. Moi, je la trouve juste incroyable. Alors, je vais vous parler d'une histoire terrifiante qui s'est passée au bord d'une autoroute américaine en 2021. Et oui, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour ne pas perdre de temps, je vais vous donner tout de suite le contexte. On est avec William, un Américain, qui habite près de Denver. Il explique qu'il vit à 1 heure de Denver, dans une petite ville de Jamestown. Et que chaque jour, il prend sa voiture pour justement rejoindre Denver et travailler là-bas. Alors William explique qu'un soir d'hiver, alors qu'il rentrait de Denver, il a vécu un moment ultra angoissant et il s'estime surtout très chanceux de la tournure des événements. En fait, William part du boulot vers 19h et comme à son habitude, il entame son trajet d'1 heure pour rentrer chez lui. Donc il n'y a personne sur la route. William, il est seul sur les grandes routes américaines quand il aperçoit au loin des phares d'une voiture arriver derrière lui. Alors rien d'alarmant bien entendu, sauf que la voiture met les pleins phares sur William et qu'il est très gêné par ça. Et franchement, je comprends aussi tout à fait, c'est très énervant. Donc William explique que ça va durer plusieurs minutes comme ça. Et ce qui est embêtant, remarque William, c'est qu'avec les pleins phares, il ne voit plus rien. Il ne peut rien voir de ce qui se passe derrière lui. Les phares l'éblouissent, donc il ne peut pas voir le modèle de la voiture, ni sa plaque d'immatriculation, ni qui est au volant de la voiture, que ce soit un homme ou une femme, et combien ils sont dans la voiture. Alors William, au bout d'un moment, se met à faire des appels de frein pour faire remarquer à l'automobiliste derrière lui que c'est pas cool ce qu'il fait. Et là, d'un coup, le conducteur derrière, il éteint directement ses phares. Et à partir de ce moment-là, William, il n'est plus ébloui du tout, certes, mais il ne voit plus rien en fait, mis à part vaguement les formes de la voiture qui est derrière. Et inutile de rappeler qu'une voiture sans phare sur l'autoroute, ça fait flipper certes, mais c'est aussi ultra dangereux en fait. À tout moment, il y a n'importe qui va pas voir cette voiture et qui peut lui foncer dedans. Alors William explique que ça va le faire un petit peu flipper, donc du coup il va accélérer et rouler au-dessus des limitations de vitesse pour s'éloigner de la voiture. Et vous l'aurez compris, William effectivement n'est pas serein et ça se comprend. Et malheureusement, ses doutes vont s'avérer être justifiés. Quelques minutes plus tard, William voit dans son rétro un truc bouger.
Et c'est de nouveau cette voiture qui arrive à toute vitesse et encore une fois sans phare, donc c'est très dangereux. Et à ce moment-là, tout se passe très vite. La voiture sans phare fait une énorme queue de poisson à William et freine brusquement. Résultat, William s'écrase dans la voiture sans phare, les airbags se déclenchent et William est totalement sonné. Alors sentant qu'il est en danger, William essaye rapidement de reprendre ses esprits pour sortir de sa voiture et courir en direction opposée de ce fou furieux qui vient de lui faire une queue de poisson en plein milieu de l'autoroute. William reprend donc ses esprits, regarde par la fenêtre pour sortir quand il voit déjà deux hommes en fait sortir de la voiture sans phare devant lui. Donc là William il a des sueurs froides et se dit que tout est fini pour lui. Et c'est vrai, quelques secondes plus tard, les deux hommes tentent déjà de forcer la porte pour s'en prendre à William. Et là, William ferme les yeux, commence à s'évanouir par peur, puis tout d'un coup, il est surpris par une lumière qui est aveuglante et d'un gros bruit résonnant. Et en fait, cette lumière, c'est heureusement les pleins phares d'un camion qui arrive. Et ce bruit, c'est évidemment le son d'un camion qui klaxonne sans s'arrêter. Alors, coup de chance pour William qui reprend ses esprits et voit directement les deux hommes retourner à leur voiture en courant et démarrer entre eux. Le camion arrive à hauteur de William et à bord du camion, on voit un chauffeur qui s'appelle Alan et qui vient à la rescousse de William. Donc William se sent maintenant en sécurité depuis que les deux hommes sont partis et il remercie immédiatement Alan de l'avoir aidé. Et on est d'accord que si Alan n'était pas arrivé avec son camion pour sauver William, je suis presque sûr que je serais pas là en train de vous raconter cette histoire parce que je pense pas que William s'en serait sorti. Heureusement du coup pour William, il s'en sortira simplement, on va dire simplement, avec 2 côtes cassées et une entorse au poignet. Et William, après avoir porté plainte, va finalement jamais savoir qui étaient ces gens, pourquoi ils s'en sont pris à lui et surtout que voulait-il vraiment. En tout cas, force Alan qui passait par là en camion et qui a eu du courage, qui a probablement sauvé la vie de William. Et si vous le souhaitez, je vous invite à mettre en commentaire merci Alan, ça me fait penser un petit peu à Michel. On avait parlé d'un chauffeur Uber Michel et on avait tous dit merci Michel en commentaire, c'était trop sympa. Cette histoire elle me fait clairement penser à une autre histoire qu'on a déjà évoquée sur la chaîne, c'est celle d'un étudiant qui s'est fait prendre en embuscade dans le désert américain et qui a réussi à s'échapper de justesse. Mais en tout cas, si vous n'en avez pas encore assez, on passe tout de suite à la troisième et dernière histoire. Alors pour cette troisième et dernière histoire, je vais vous partager l'horrible expérience de Célia, qui je suis sûr va vous glacer le sang. Entre nous, c'est pas son vrai nom, mais pour respecter son intimité, on va l'appeler comme ça. Alors bref, Célia, au moment de cette histoire, elle a 24 ans et vous allez voir qu'elle a vécu un truc de ouf. L'histoire se passe en mai 2016, donc il y a plusieurs années. Célia, qui est célibataire à l'époque, traîne sur une appli de rencontre, classique. Vous me direz, elle tombe sur un mec qu'on va appeler Michael et en fait avec lui ça match direct, tout se passe bien. Ils discutent très souvent par texto et le courant passe très bien, donc ils décident de se rencontrer un week-end pour faire plus ample connaissance. Et c'est là que les choses commencent à devenir petit à petit bizarres. Alors ils se donnent rendez-vous dans un parc, Michael arrive en costard, bien habillé, avec dans les mains une boîte de gâteaux, mais pas n'importe lesquels, ceux que Célia préfère. Et ça fait très plaisir à Célia car le fait que Michael retienne la marque de ses gâteaux préférés montre qu'il est très attentionné et à l'écoute. Alors vous imaginez le truc vous, cet homme a retenu le détail d'une conversation qu'ils ont eu il y a quelques semaines, c'est une très belle attention, mais attendez la suite, méfiance. Célia, elle dit que durant le rendez-vous tout s'est bien passé, à part ce petit quelque chose que je vais vous raconter. Parce qu'en fait, ce garçon Michael du coup dit des phrases et a des manières qui la mettent pas très à l'aise. Alors par exemple, Célia lui a fait un compliment sur son beau costume et là l'homme répond merci, c'est le costume que je portais à l'enterrement de la mère d'un pote. Alors oui, vous avez très bien entendu, c'est un peu louche, surtout dans un premier rendez-vous, mais vous n'avez pas encore tout vu. Mais bon, Célia se dit que c'est peut-être juste un mec un peu original. Et comme il y avait à ce moment-là rien d'autre à signaler et que du coup Michael était un garçon très beau, très sympa, elle a décidé de continuer l'aventure avec. Du coup, ils décident de se revoir encore et encore, mais attention, jamais le lundi. Oui, en fait, l'homme précise, Michael précise qu'il n'est jamais disponible le lundi sans donner plus d'explications. Alors Célia lui demande pourquoi, mais Michael reste assez mystérieux là-dessus et ne dit rien. Et bizarrement, ça lui donne un genre de charme pour Célia qui voit Michael comme quelqu'un d'inaccessible et du coup ça l'attire encore plus. Alors bref, le temps passe et tout va bien pour Michael et Célia, ils commencent à se voir de plus en plus souvent et leur relation devient de plus en plus sérieuse. Ils vont jusqu'à dormir chez l'un puis chez l'autre, mais au fur et à mesure de leur relation, Michael devient encore une fois de plus en plus bizarre. Une nuit, Célia va se réveiller en pleine nuit et trouve Michael assis à table dans le noir en train de la fixer avec une cigarette à la main. Alors du coup, Célia lui demande pourquoi il ne dort pas et Michael répond tout simplement qu'il est insomniaque et puis il ajoute un détail assez creepy, c'est qu'il la trouve très belle quand elle dort. Alors ça peut peut-être encore une fois paraître charmant d'un point de vue extérieur, mais Célia nous explique que encore une fois c'était une sorte de red flag et que mis bout à bout plusieurs comportements très spécifiques en fait de Michael, en fait l'aurait dû faire partir beaucoup plus vite. Et c'est vrai que quand je vous raconte ça, vous vous dites que c'est plutôt mignon, mais en réalité c'est que le début. Célia elle précise qu'elle commençait à avoir des sentiments pour Michael et que hormis tous les trucs un petit peu chelous, ils s'entendaient extrêmement bien et c'est littéralement fusionnel entre eux. Donc elle avait pas envie de le quitter. Alors je préfère quand même préciser pour expliquer le point de vue de Célia.
Mais du coup, le plus louche arrive. Un jour, Michael lui tend un livre avec plus de 50 questions numérotées sur Celia. Genre une sorte de questionnaire de stalker. Elle doit répondre à l'écrit à côté de chaque question. Alors au début, effectivement, Celia trouvait encore une fois ça mignon que Michael s'intéresse à elle, mais maintenant elle se trouve bête en fait d'être tombée dans le panneau quelques années plus tard au moment où elle raconte cette histoire. Et c'est vraiment au bout du 3e mois, lorsque Celia va découvrir une boîte appartenant à Michael contenant ses cheveux, que les choses vont dégénérer. Pour Celia, découvrir ça, c'est le truc de trop. Donc elle met un énorme stop à Michael. Et ça se comprend, clairement. C'est suite à cette annonce, du coup, à cette rupture, que Michael décide de lui avouer pourquoi il fait toutes ces choses un peu glauques. Et du coup, il lui dit qu'il a été diagnostiqué avec des troubles mentaux, mais rien de grave. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. Elle précise aussi qu'il est absent effectivement tous les lundis pour une bonne raison. C'est parce qu'il suit en fait une thérapie pour aller mieux et qu'il va à des groupes de soutien pour l'aider. Et effectivement, on peut comprendre que c'est assez privé et qu'on n'a pas trop envie, qu'il n'avait pas trop envie d'en parler à Celia au début. Bon, Celia, quand elle entend ça à l'époque, elle culpabilise un peu parce qu'elle se rend compte que Michael est un peu malade et qu'elle doit être là pour le soutenir et non le quitter lâchement. Donc elle se dit qu'elle a surréagi et donc elle prend Michael dans ses bras et elle s'excuse, elle promet d'être là pour l'aider à aller mieux. Et après tout, Michael a expliqué à Celia qu'il avait juste des petits problèmes mentaux, donc pour Celia, rien d'insurmontable, bien au contraire. Leur relation reprend quelques semaines et tout se passe très bien jusqu'à ce jour horrible, ou plutôt un soir, un vendredi soir, où Celia doit retrouver Michael chez lui en rentrant du travail. Mais quand elle rentre dans l'appartement de Michael, elle cherche Michael et le voit assis dans la cuisine, par terre et de dos. Donc Celia comprend vite qu'il n'est pas dans son état normal, quelque chose de bizarre. Elle voit même qu'il y a un petit couteau dans la main et que sur le sol, il y a du sang. Et en plus de ça, elle entend comme Michael parler tout seul, chuchoter tout seul, et elle comprend juste les mots « Ne t'inquiète pas, je vais le faire, je vais le faire ». Et à ce moment-là, Celia est ultra paniquée, mais avec une toute petite voix, elle demande à Michael à qui il parle. Et Celia est inquiète, et c'est là que Michael justement va se lever d'un coup et se retourne avec son couteau dans la main et le bras plein de sang. Celia voit son visage et elle a l'impression de ne pas le reconnaître. En fait, son visage, pour vous donner une image, il semble n'avoir aucune émotion, un peu vide de sens. Et le sang que Celia voit, c'est celui de Michael bien sûr, qui s'est fait des entailles dans le bras. Forcément, Celia, elle panique et elle court s'enfermer dans la salle de bain. Puis, elle appelle un ami de Michael et elle lui explique la situation, qu'elle l'a jamais vu comme ça, qu'il a un couteau et qu'il saigne, et que Michael est méga flippant à ce moment-là. Alors 10 minutes c'est cool, mais vraiment 10 minutes interminables pour Celia. Et elle explique, qu'elle pensait que Michael allait taper sur la porte de la salle de bain pendant tout ce temps, mais pas du tout. En fait, il y a un silence qui est pesant et qui règne dans tout l'appartement. Au bout de 10 minutes, Celia va entendre juste quelques murmures sans comprendre ce qui se dit et va entendre enfin un toc-toc à la porte. Le proche de Michael est là. Celia entend que Michael lui ouvre la porte et à travers la porte de la salle de bain, elle entend des bruits de bagarre. Et c'est bien sûr Michael et son ami qui se battent ensemble. Celia sort donc de la salle de bain et voit le proche maîtriser Michael qui est en pleine crise psychotique. L'ami de Michael demande vite à Celia de contacter les urgences pour qu'ils viennent et de l'attendre en bas de leur appartement. Celia explique que les cris que poussait Michael étaient juste horribles et cela lui fait toujours froid dans le dos rien que d'y penser. Quelques minutes plus tard, les urgences vont arriver, vont rentrer dans l'appartement et Celia est toujours, elle, à l'extérieur de l'appartement et ne comprend pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi le proche de Michael a demandé d'appeler les urgences mais pas la police. Michael a tout de même un couteau dans les mains. C'est au bout de 20 minutes qu'elle va voir les urgentistes sortir de l'appartement avec Michael sur une civière. Et Celia va voir à nouveau le visage de Michael qui est très livide, comme s'il était drogué. Et une fois parti, le proche de Michael va parler avec Celia et elle va en apprendre davantage sur son supposé petit ami. En fait, Michael n'a pas de simples troubles mentaux, il est en fait diagnostiqué schizophrène. Et chaque lundi, il ne va pas dans une sorte de groupe de parole, mais en fait, il va à des séances de suivi pour contrôler sa schizophrénie et prendre des médicaments. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques temps, Michael ne prenait plus ses médicaments et n'allait plus à ses rendez-vous de suivi, il a totalement du coup vrillé. Mais c'est pourquoi l'ami de Michael a vite compris qu'il faisait une crise de schizophrénie lorsque Celia l'a appelé. Et vous comprendrez du coup par la suite que Celia a voulu prendre un petit peu cette distance avec Michael, car pour elle, c'est inconcevable de mettre sa vie en danger. Mais malgré tout, elle a quand même beaucoup de peine par rapport à Michael qui souffre de sa maladie. Et c'est malheureusement ici que va se terminer cette histoire. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que d'habitude sur la chaîne, on voit des personnes mal intentionnées et qui ont un fond mauvais. Or là, Celia, elle explique que Michael a un bon fond, qu'elle a passé de super moments avec, mais que c'est à cause de cette saleté de maladie qu'ils n'ont pas pu poursuivre leur relation. Et je trouve que ça fait de la peine du coup dans cette histoire pour Michael, car ça doit être très dur de vivre avec une maladie comme celle-ci, surtout qu'en fait, ça dépend pas de lui, il peut pas contrôler tout ça. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais pleurer. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez adoré les 3 histoires. En tout cas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous, mettez un petit like et dites-moi en commentaire si vous avez aimé, ce que vous en pensez. Sur ce, passez une bonne soirée. Bisous.